Chers collègues, nous ne sommes pas encore très nombreux, mais si vous en êtes d'accord, nous allons quand même commencer tout de suite. Gilles Savary rejoindra notre ami Richard parce que on a un ordre du jour très très chargé avec des obligations pour les uns et pour les autres. Donc Arnaud Richard va démarrer. C'est un rapport d'information, donc c'est important d'entendre tout ce qui sera proposé et de voir comment nous allons pouvoir traiter ce sujet complexe. Très complexe. On en a vu d'autres, donc je te passe la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, oui, fin juin 2013, la Commission de l'Union européenne, la Commission et le Parlement ont conclu des accords provisoires relatifs au paquet marché public qui devrait être définitivement adopté dans les semaines qui viennent. Cette réforme était composée de 3 propositions de directives européennes. La première directive est d'ordre général et concerne en particulier les procédures de passation de marché. La deuxième devrait couvrir les services liés à l'énergie, au transport et aux services postaux. Et la troisième, qui est l'objet du présent rapport, devrait régir les concessions de travaux et de services. Sujet, effectivement, Madame la Présidente, éminemment complexe et le diable en la matière est dans les détails. Ces 3 directives devraient permettre aux autorités de se baser sur des nouveaux critères, notamment de manière environnementale ou financière, dans le but d'accepter l'offre la moins chère, mais aussi la plus innovante. Et afin d'éviter la pratique du dumping et la concurrence déloyale, les nouvelles directives devraient mettre en place des règles plus rigoureuses concernant la pratique des offres anormalement basses. Si les pouvoirs publics français partageaient ces objectifs généraux en matière de marché public, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, ont très vite fait part de leur hostilité à une réforme de la législation relative aux concessions. Car les uns et les autres estimaient que ce texte n'était pas nécessaire, qu'il contrevenait au principe de subsidiarité et ne prenait pas assez en compte la spécificité française du contrat de concession. Notre commission avait estimé dès 2012 que l'harmonisation souhaitée pouvait s'effectuer sous la forme de lignes directrices, mais non sous la forme d'une législation. Et d'ailleurs, cette position a conduit les autorités françaises à aborder ce projet plutôt en reculant, en n'étant pas satisfait, et a probablement affaibli la position de notre pays dans la négociation qui vient d'aboutir. En effet, l'accord provisoire obtenu en trilogue entre le Conseil et la Commission en juin a été validé en juillet par le Coreper et adopté par le Parlement européen le 29 janvier dernier. La publication de ce texte devrait donc intervenir très rapidement et la directive, comme toujours, entrera en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Et les États membres auront ensuite 24 mois pour la transposer. Quelles étaient en la matière les ambitions de la Commission européenne? Elle a entendu rationaliser et favoriser le recours aux concessions de services publics par le biais d'une proposition publiée en décembre 2011. En l'absence de normes européennes, les contentieux pouvant subvenir conduisaient les autorités européennes à traiter les concessions à l'aide de réglementations applicables aux marchés publics ou aux services d'intérêt généraux, ces 2 cadres ne prenant pas en compte la spécificité des concessions. La directive a pour ambition de pallier aux principales failles mises en lumière par la Commission européenne dans son analyse relative aux concessions, insécurité juridique liée à l'absence d'un régime juridique applicable à la concession, ainsi que l'existence de barrières à l'entrée sur le marché. Le projet qui était élaboré par la Commission a beaucoup évolué. Initialement, il lui était reproché de trop s'inspirer des directives relatives au marché, et grâce en particulier aux travaux du rapporteur devant le Parlement européen, le français M. Juvin, le texte a été profondément amendé. Dans sa dernière mouture, il s'accorde mieux avec les spécificités du contrat de concession. Les nouvelles règles s'appliquent aux contrats publics d'une valeur de 5 millions d'euros ou plus. Elles permettent aux autorités de choisir l'offre la plus intéressante du point de vue financier, environnemental ou social. Mais, mes chers collègues, sous la pression allemande, les nouvelles règles relatives aux contrats de concession ne devraient finalement pas concerner le secteur de l'eau,
qui est extrêmement important pour nous. Il faut révéler que les coopérations entre entités publiques, les régies, entre les entreprises liées et une entité publique ou entre les organismes de droit public qui, de par la loi nationale ou par une partie minoritaire de capitaux privés, sont exclus également du champ d'application de la directive. Bonjour Gilles. Je vais exprimer là les réticences qui sont celles du gouvernement français vis-à-vis de la démarche. Le précédent gouvernement considérait que toute modification de la législation applicable aux marchés publics ne pourrait être envisagée qu'au terme d'une évaluation juridique et économique précise qui n'a, aux yeux des rapporteurs que nous sommes, pas été véritablement réalisée par la Commission européenne. Enfin, pour le gouvernement, toute initiative visant à la modernisation de ces règles devrait se faire en conformité avec les règles sectorielles existantes, notamment en matière de transport, d'énergie et de services en réseau. Et nous allons voir que la directive sur les concessions ne respecte que très partiellement cette exigence spécifique française. Alors, les objectifs de l'Union. Dans sa proposition initiale, la Commission propose une architecture semblable à celle de la directive marché public. Elle vise un objectif de sécurité juridique, je l'ai dit, en précisant les concepts et les modifications possibles de concession en cours d'exécution, sujet éminemment important. Elle souhaite garantir l'accès effectif du marché des concessions à toutes les entreprises, en particulier les PME, et par des obligations de publication au JO de l'Union européenne au-delà du seuil de 5 millions d'euros imposé. Les critères d'attribution sont très précis. Un délai de soumission de 52 jours est imposé pour éviter les discriminations et les risques de fraude observés en cas d'absence de règles nationales sur les concessions. Aucune procédure d'attribution spécifique n'est proscrite ou privilégiée, mais l'accent est mis sur la définition de garanties générales pour assurer la transparence et l'égalité de traitement avec un encadrement de la phase de négociation. La Commission précise qu'elle n'entend pas favoriser la libéralisation de certains secteurs relevant des secteurs d'intérêt généraux bien connus en France, énergie, transport entre autres, ou imposer un mode de gestion. Elle laisse, c'est très important mes chers collègues, ce choix aux États membres qui, s'ils décident d'en externaliser certains, doivent alors se soumettre aux règles de concession. J'évoquerai la position française et l'inquiétude sur le texte originel avant de passer la parole à mon collègue Gilles Savary. Les personnes que nous avons auditionnées dans nos travaux ont souligné les incertitudes et les conséquences du projet initial eu égard à la mise en cause du régime juridique des concessions, en particulier dans le secteur de la distribution de l'énergie. En effet, la situation de monopole, en particulier dans le gaz, qui est fondée sur l'octroi des droits exclusifs conformes aux traités européens, permet en France une péréquation tarifaire sur l'ensemble du territoire. Cette dernière, qui est nécessaire à l'accomplissement des missions de service public, ne serait plus garantie en cas de remise en cause des législations sectorielles telles que celle-ci, ce qui était le cas dans la proposition initiale de la Commission européenne. Les inquiétudes que soulevait le premier projet ont pu être levées, en particulier pour le secteur de l'énergie qui est exclu. Nous regrettons toutefois la multiplication des exclusions prévues dans le texte définitif, dérogations entre guillemets entreprises liées ou bien connues in-house, pour des secteurs qui, à l'inverse de la distribution de gaz, ne sont pas couverts par d'autres directives spécifiques. Voilà mon cher collègue. Tu veux évoquer la transposition ? Voilà. Avant que Gilles Savary évoque la transposition, je me permets de vous indiquer deux choses, puisque nous avons commencé assez rapidement, parce qu'Anne Richard a d'autres obligations. Donc c'est pour cela que nous avons un petit peu accéléré le mouvement. Je vous prie, pour ceux qui viennent d'arriver, de nous en excuser. Et je voudrais remercier aussi Marietta Caramanli, qui, vu l'emploi du temps chargé, a bien accepté que son rapport, j'allais dire, sur la Grèce soit un tout petit peu plus tard dans le temps, hein, si je puis dire, la semaine prochaine. Voilà, donc après ces choses-là, je passe la parole à Gilles Savary. Merci. Je vais essayer d'être bref. Bon, cette directive concession, vous l'avez compris, nous apparaît quand même comme quelque chose d'assez curieux. Il y avait nécessité, ça a été dit, de clarifier et de distinguer ce qu'était une concession d'un marché public.
Et la France ne pouvait pas y être hostile puisque nous sommes les champions des délégations de services publics et nous avons construit une partie de notre industrie et de notre compétitivité internationale sur des grands délégataires. Mais nous nous retrouvons avec un texte qui fait un tête-à-queue complet sur beaucoup de sujets pour lesquels la France elle-même avait fait des réformes. Par exemple, les sociétés d'économie mixte étaient soumises au marché, c'est-à-dire à des appels d'offres. Aujourd'hui, elles reviennent dans le jeu comme pouvant être exclues des appels d'offres. La jurisprudence de la Cour avait défini les régies comme étant de l'administration directe, exclues des marchés ou exemptées de marché, mais ne pouvant pas faire du business ailleurs. Aujourd'hui, les régies peuvent faire 20% de business ailleurs. En réalité, ce qui nous inquiète dans ce texte, c'est que les Allemands ont complètement lobbyé ce texte et en ont fait un texte qui affaiblit considérablement la compétitivité française. En particulier, pour vous résumer le sujet, les Allemands disent une régie municipale est exemptée de mise en concurrence chez elle, mais elle peut faire 20% de business ailleurs. Alors que jusqu'à présent, une régie municipale pouvait être exemptée de mise en concurrence, mais ne pouvait pas aller sur les marchés des autres. 20% pour le Stadtwerke de Munich, qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est 800 millions d'euros de capacité de marché pour un monopole local allemand. C'est-à-dire on ne va pas chez eux, mais ils peuvent venir chez nous à hauteur de 800 millions d'euros. Nous avons trouvé des acteurs extrêmement surpris et très inquiets de l'évolution de cette directive et du résultat auquel nous avons abouti. Ils ont évidemment exclu tout ce qui était ouvert en France et partout où nous étions ouverts, c'est-à-dire l'eau en particulier, est exclu. Le gaz et l'électricité qui commencent à être ouverts au titre des directives gaz et électricité sont exclus également. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où l'Allemagne protège son marché et ses Stadtwerke et donc où elle rend très difficile aujourd'hui le fonctionnement sur son propre marché dans une optique théoriquement conforme à la construction du marché intérieur européen. Et là, on est pris complètement à revers nos grandes entreprises de services publics. Donc là, c'est très inquiétant. Tous les opérateurs que nous avons rencontrés sont stupéfaits de ce résultat, qui, à mon avis, est attaquable devant la Cour de justice, au titre du marché intérieur et des inégalités de concurrence qu'il crée. Mais enfin, la directive concession a été laborieuse, elle est arrivée à son terme, donc la question de la transposition se pose en des termes autres. Je voudrais dire aussi qu'on considère que l'affermage est mort, puisque les marchés d'affermage, c'est-à-dire les concessions courtes, sans investissement, ont été réduits en termes de délai à 5 ans ici. 5 ans, c'est beaucoup trop court pour se lancer sur un affermage risqué, ou notamment un affermage nouveau dans lequel il faut tester une gestion. J'ajoute aussi qu'ils nous demandent sur des concessions de faire des avenants qui ne dépassent pas 5 millions d'euros pour toute la durée de la concession. Si on a des concessions monstrueuses d'eau ou d'assainissement, 5 millions d'euros, c'est rien. Ça veut dire qu'on arrête la concession, on refait un appel d'offres. Bref, voilà un texte baroque, déséquilibré, manifestement protecteur d'un des États les plus ouverts théoriquement, ou qui devraient être les plus ouverts au marché. Donc voilà un texte qui est difficilement admissible. Moi, je le dis comme je le pense, un peu brutalement. Donc ce que l'on préconise, c'est que l'on colle le plus possible à la loi Sapin dans sa transposition et que la France soit un transposeur d'assez mauvaise grâce sur ce sujet-là et qu'elle soit un peu résistante. Nous préconisons aussi, donc la loi Sapin, je vous rappelle, il y a peut-être une chose qu'il faut abandonner, c'est l'intuitu personné. La loi Sapin sur les concessions, c'est un très bon texte, tout le monde s'en loue. C'est un texte où on peut négocier des durées de concession à géométrie variable suivant le montant des investissements, la nature des investissements et le temps de retour de l'investissement. Ce n'est pas 5 ans, point à la ligne. C'est un texte
permet de faire du dialogue compétitif. C'est un texte qui permet de faire des avenants successifs au cas où il y a des problèmes lourds qui se posent, et ça peut se poser, sans que pour autant, on le voit bien tous les jours, notamment sur les transports publics, eh bien ça ferme le marché. Il y a aujourd'hui dans l'eau, dans les transports publics, des changements réguliers d'opérateurs dans ma ville. Veolia a cédé à Keolis et ainsi de suite. Voilà. Et donc nous avons quelque chose qui est très ouvert, un marché qui est ouvert, avec une délégation de services publics qui fonctionne bien, qui permet un vrai pilotage par la puissance publique à travers le cahier des charges, qui permet d'avenant, et tout ça est un peu... Alors il nous semble, petit 1, absolument nécessaire que la France réitère sa conception, qui était celle de la jurisprudence européenne, du in-house, de la régie. C'est-à-dire, nous pouvons choisir une régie ou une délégation de service public. Si nous choisissons la régie, elle ne peut pas aller faire de business ailleurs que dans son ressort. Nous demandons à ce que ça soit réintroduit, de façon à ce qu'on ne vienne pas se faire challenger par des Stadtwerke allemandes qui seraient protégées, monstrueusement protégées, 4 milliards de chiffre d'affaires, qui ont pratiquement tous les services publics, le gaz, l'électricité, comme ça, et qui viendraient picorer chez nous. En outre, ça nous paraît, c'est de jurisprudence européenne constante, et ça nous paraît très sain de dire, si on ne fait pas... Si on ne se fait pas challenger, on ne va pas faire du business ailleurs. Voilà. Donc nous préconisons déjà cette disposition qui est une disposition importante. Deuxièmement, nous préconisons puisque les concessions sont limitées dans leur durée, nous préconisons une acception très large de l'investissement, pour avoir une exception assez large de l'amortissement. Et en particulier sur les affermages, ce que l'on nous demande, c'est que l'on considère qu'il y a aussi des investissements immatériels lourds, hein, c'est-à-dire la mise en place d'un management, la mise en place d'un mode de gestion, le test d'une organisation sur des affermages un peu nouveaux. Ça nous paraît absolument essentiel. Troisième chose, pour ce qui est des avenants, nous pensons que le plafond de 50% de la valeur de la concession initiale, comme plafond ne devant pas être dépassé par un avenant, pour chaque avenant lourd, doit être préservé. Actuellement, je vous dis, l'Union européenne, c'est 10% et 5 millions d'euros. Pour des petites concessions, ça va très bien. Pour des immenses concessions avec des aqueducs ou des usines de traitement des eaux, c'est évidemment dérisoire. Enfin, nous proposons au gouvernement, et nous lui disons que ça mériterait... d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'il y a quand même les principes généraux du droit européen là qui pourraient voler à notre secours. À défaut, nous lui demandons de mettre à l'ordre du jour de la prochaine mandature une révision très rapide de cette directive inique. Voilà. Bravo. Bon, eh ben, directive inique, Jacques Miard, je suppose, va enchérir. Voilà. Chérir, mais je me pose une question à vous entendre, messieurs. L'utilité d'une directive dans ce domaine-là. Comme vient de le dire Gilles, nous avons des principes généraux de non-discrimination, d'égalité de traitement, qui, à mon sens, devraient suffire à l'envi. À partir du moment où, comme il l'a si bien dit, une régie de Munich qui a une capacité va aller faire jusqu'à 20% des affaires ailleurs sans qu'on puisse la tangenter chez elle, il y a problème. Cela étant, il y a aussi une deuxième méthode pour contourner, je dirais, cette règle-là. C'est que une régie, j'en connais une à Paris qui fonctionne avec le métro, peut toujours constituer une société pour aller ensuite faire des affaires internationales. Et là, elle se retrouve dans le lieu commun et les droits communs du droit européen et international. Donc, quelle est l'utilité réelle de cette directive? Je ne la vois pas vraiment, parce qu'on a suffisamment de principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, d'ouverture d'un certain nombre de marchés pour accéder à ce genre de choses. Deuxièmement, il faut bien voir que l'économie allemande, notamment en matière d'électricité, n'est pas... Nous, on avait une entreprise publique totalement intégrée, qui était EDF, et qui a été cassée sous les coups de boutoir européens. Pourquoi? Parce que les Allemands avaient peur d'EDF, qui avait une puissance d'action, alors que chez eux, tout le marché de l'électricité est scindé pratiquement par ville et land. Donc, lorsque vous voulez pénétrer le marché pour vendre votre électricité, vous vous heurtez à une multitude de réseaux qui appartiennent soit aux villes, soit aux districts ou aux land. Donc, j'ai l'impression que dans cette affaire, on est en train d'être les dindons de la farce.
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez des dindons de la farce, mais moi, je vais quand même juste faire une petite remarque. Vous me connaissez, je suis moqueuse. Non, vous ne faites pas de soucis. Là, le sexisme, c'est la farce. Hein. Mais je me permets de poser une question. Il me semble qu'il y avait une grande structure intégrée nationale qui s'appelait EDF, qui, service national en France, etc., a racheté... l'Argentine, une partie de l'électricité de l'Argentine, puis l'a revendue, etc. C'est-à-dire a fait ce qu'on ne veut pas que les Stadtwerke fassent aujourd'hui en Europe. Bon, voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que, de toute façon, c'est un rapport d'information, donc c'est intéressant d'avoir entendu les conclusions de nos collègues. Je crois que la recommandation qui est de dire faut s'appuyer sur la loi Sapin et la soutenir au maximum et le point d'équilibre que nous avons les uns et les autres. Après, j'allais dire, les bonnes et les mauvaises pratiques, malheureusement, elles sont partagées, me semble-t-il, par un certain nombre d'États selon les périodes. Mais si vous en êtes d'accord, puisque ce sont simplement un rapport d'information, moi je retiens fort cette recommandation de bien s'appuyer sur la loi Sapin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà ce qui est votre conclusion. Donc, après, puisque c'est un rapport d'information, vous pouvez, me semble-t-il, l'affiner, d'autant que la période actuelle va avoir des spécificités. Et on ira peut-être... 29 janvier. Oui, rapidement là. Oui, Jacques, moi je pense que... bon, d'une part, on dit transposition le plus proche possible de la Sapin, mais j'attire votre attention, de toute façon, ce qui n'est pas d'ambiguïté, on dit « Vos rapporteurs suggèrent très fortement une action urgente de la France visant à exiger sans attendre une renégociation des points de faiblesse du texte par la mise à l'agenda européen d'un texte de révision de la directive concession. » Voilà, ça c'est possible, ça se fait régulièrement quand il y a des textes qui ne sont pas bien calés. Voilà. Et à défaut, effectuer un recours devant la DG Concurrence, donc contre les dispositions les plus inéquitables, les plus anticoncurrentielles du texte, voire devant CJUE. Écoutez, il y a plusieurs interprétations, je ne les donnerai pas toutes, mais je ne comprends pas, j'ai jamais vu ça. Jamais. Enfin, je veux dire. Vous avez tous les atouts. Voilà, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que nous avons laissé, les Allemands, quand on leur demande de baisser le grammage de leur véhicule automobile, ils disent pas touche, il restera à 130 mg par mètre cube parce que moi j'ai que des gros cylindrés. Voilà. Là, la France a été incapable de dire j'ai que des gros cylindrés dans les DSP et les concessions, c'est ma compétitivité mondiale, ça contribue à la compétitivité européenne, puisque je vous rappelle que nous sommes très présents grâce au DSP sur des tas de marchés, avec les transports, avec la Lyonnaise des Eaux, voilà, sans doute. En tout cas, c'est un texte sur lequel je vous incline et je vous invite, nous vous invitons à une réaction vigoureuse de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, nous avons entendu le message, il sera en conclusion, et puis après, on rediscutera en privé des différences entre les DSP et les Stadtwerke. D'accord, merci.